Le garçon qui voulait courir vite. Chapitre 2. Ce soir-là, maman est rentrée tard. J'ai goûté avec Jules, puis je lui ai fait faire ses devoirs. À ma grande surprise, il n'a pas refusé de lire à haute voix les quelques phrases de son manuel et s'en est plutôt bien sorti. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de parler qu'il n'apprendra pas à lire, avait dit sa maîtresse à maman. Au bout de 2 mois de CP, il semblait bien qu'elle eût raison. Jules s'est ensuite concentré sur une construction en Lego pendant que je me bagarrais avec mes exercices de maths et de physique. Quand j'ai eu fini, je l'ai aidé à continuer son immeuble en briques multicolores. À 7 heures, nos estomacs ont commencé à rouspéter. J'ai envisagé d'ouvrir une boîte de raviolis, mais maman est arrivée. Chaque jour qui passe, je la trouve un peu plus belle. Depuis cet été, elle a perdu 3 kilos qu'elle se reprochait depuis longtemps, et pour faire bonne mesure, elle en a abandonné 5 de plus. Le chagrin est le meilleur des régimes, m'a-t-elle soufflé un matin en me croisant dans la salle de bain. Je la trouve fatiguée aussi, mais de ça, on ne parle pas. Son sourire s'est transformé également. Avant, il était jeune et gai, comme sa manière d'aborder le monde. Aujourd'hui, c'est une fenêtre sur son intérieur, une fenêtre qui s'ouvre rarement. C'est un sourire triste, un peu résigné, même s'il faut être sa fille pour s'en apercevoir. En arrivant, elle nous a serrés dans ses bras et, tout en nous demandant des nouvelles de nos journées respectives, elle a ouvert la boîte de raviolis que j'avais visée un peu plus tôt. Jules n'a pas répondu aux questions de maman, et même si elle n'a pas insisté, je l'ai sentie malheureuse. Pour donner le change, j'ai raconté en long et en large ce que j'avais fait au collège. Les bêtises des uns, les remarques des autres. Je lui ai même parlé de Monsieur Ali alors que je sais bien qu'elle n'apprécie pas qu'on lui rende visite. Elle a d'ailleurs un peu tiqué. Tu ne crois pas que ce monsieur a autre chose à faire que vous recevoir? Je ne suis même pas cliente chez lui. Il dit toujours que papa et lui étaient amis. Je crois qu'il est content qu'on aille le voir. Maman n'a pas insisté. Elle était visiblement préoccupée par quelque chose de plus important. Après le repas, pendant que Jules continuait sa construction, elle s'est préparée une infusion et elle est venue s'asseoir près de moi sur le canapé. Bon, les enfants, il faut que je vous raconte un peu où nous en sommes. Elle disait les enfants, mais j'ai senti que c'était surtout à moi qu'elle s'adressait. Jules a cependant posé ses briques et s'est tourné vers nous, l'air pensif comme à son habitude. Maman a attendu quelques minutes. Elle ne savait visiblement pas par quel bout commencer. Bien, j'ai quelques soucis d'argent. Papa et moi avions une assurance pour la maison, au cas où il arriverait quelque chose. Elle s'est tue une seconde et a inspiré un grand coup avant de continuer. Cette assurance n'était pas une très bonne affaire. Le crédit de la maison n'est pas fini d'être payé, et à moi toute seule, je ne gagne pas assez pour y faire face tout en continuant à vivre normalement à vos côtés. Elle a eu un petit sourire triste en voyant nos airs catastrophés et a continué pour nous rassurer. Ne vous faites pas de soucis, nous aurons toujours de quoi manger. Mais il fallait prendre des décisions, c'est ce que j'ai fait. Tu veux vendre la maison? J'avais lancé ça sans réfléchir, sur un ton assez agressif, je crois. Maman m'a regardé, étonnée, mais pas fâchée. J'avoue que j'y ai pensé. Cela aurait aussi été la solution la plus rapide, mais aussi la plus dure. Je crois qu'on va pouvoir s'en sortir sans passer par là. Quelques secondes de suspense qui se sont égrenées, lentement, très lentement, et maman s'est jetée à l'eau. Je me suis arrangé avec mon patron. Je vais changer de boulot, ce qui me permettra de gagner un peu plus d'argent, mais il y a 2 problèmes. Mes horaires aussi vont changer, je rentrerai plus tard, comme aujourd'hui, et le mercredi, je ne pourrai pas rester avec vous. Il faudra que vous vous débrouillez. J'ai commencé à reprendre espoir. Tout plutôt que vendre la maison. Face à cette catastrophe, rester seul avec Jules ne me semblait en rien insurmontable. J'ai quand même posé la question d'une petite voix. Et le deuxième problème? Maman a fait la grimace. Je pense que d'ici quelques mois, tout sera rentré dans l'ordre. En attendant, nous allons louer la maison et déménager dans un petit appartement qui nous coûtera pas cher. J'ai voulu protester, argumenter, mais Jules me prit de vitesse. Je l'ai entendu pousser un petit cri, presque un râle. Je me suis précipité vers lui. Il était tout pâle, et un léger tremblement agitait le coin de sa bouche. Maman s'est précipitée en renversant sa tisane, mais Jules avait déjà basculé en arrière. Son immeuble Lego s'est effondré sur lui, et je me suis entendu hurler. Chapitre 3.
Ce n'est quand même pas si grave que ça. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce cinéma. Je tenais Jules par la main et nous marchions vers le centre médico-social. La veille au soir, il nous avait bouleversés avec son évanouissement, et je lui en voulais encore un peu. Maman avait été à deux doigts d'appeler les pompiers, mais il avait heureusement vite repris connaissance. Elle avait passé le reste de la soirée à nous expliquer que la situation ne serait que temporaire, qu'elle connaissait les gens qui viendraient chez nous jusqu'à l'été prochain, qu'ils n'abîmeraient rien, que notre appartement provisoire serait super. Elle m'avait presque convaincu. Dommage que dans la nuit je me sois réveillé pour aller boire. En passant devant sa chambre, je l'ai entendu pleurer. Le centre médico-social est juste à côté du collège. Depuis plus de 2 mois, Jules et moi y allons tous les mercredis passer une demi-heure chacun avec le docteur Trill. C'est un célèbre pédopsychiatre, ce qui veut dire, pour les non-initiés, que c'est un médecin qui s'occupe des enfants qui vont mal dans leur tête. Il a dû oublier, lui, de se faire soigner quand il était petit et ça l'a marqué. Alors aujourd'hui, il se rattrape en torturant les enfants et en gâchant leur mercredi. D'accord, je suis un peu sévère, mais promis, je suis convaincu que ces séances ne servent strictement à rien, du moins pour moi. Ça commence par un temps ouverture. Après les salutations d'usage, le docteur me demande comment s'est déroulée ma semaine, si j'ai eu des problèmes au collège, si tout va bien à la maison. Ça pourrait être agréable de me confier à quelqu'un, de raconter tous les soucis, petits ou gros, qui m'encombrent l'esprit. Mais ça ne marche pas. Le docteur Trill est à côté de la réalité, de ma réalité. Je me sens mal à l'aise, gêné qu'il soit aussi maladroit dans sa manière de parler. Il emploie des termes d'une autre époque, ou alors des mots qu'il croit justes et qui sonnent encore plus faux. Il me semble que pour être efficace, un pédopsychiatre devrait chaque année faire un stage d'1 mois dans un collège pour mettre ses connaissances à jour, et ne pas se contenter des livres. Mais le plus gênant, c'est cette triste certitude. Ce que je peux dire ne l'intéresse pas vraiment, ou plutôt ne le concerne pas directement. Vous auriez envie de vous confier, vous, à quelqu'un qui vous écoute parce que c'est son métier et non parce que c'est un ami? Moi, non. Ensuite, l'étau se resserre. La conversation bascule sur la mort de papa. Le docteur Trill est plus à l'aise. C'est moi qui coince. Il essaie de me faire parler et je me cache derrière des banalités ou des silences. Nous tournons autour du pot pendant une dizaine de minutes et il ne se passe rien. Je n'ai pas envie d'imaginer ce que ça puisse être ma faute. Pour finir, il se lève de derrière son bureau, me remercie d'être venu et me raccompagne jusqu'à la porte. Il n'a rien dit, n'a laissé filtrer aucune émotion. En moyenne, si on oublie les répétitions, il doit prononcer 10 phrases chaque mercredi. Toujours les mêmes. C'est d'une légèreté. Je ne sais pas comment se passe la séance de Jules, il ne m'en a jamais parlé, mais je suis sûr d'une chose. Si un jour mon frère devient champion du monde de course à pied, ce ne sera pas grâce au docteur Trill. Devant le collège, nous avons croisé Noureddin et Tarek. Ils nous ont fait signe de loin. Ces deux-là sont toujours en train de rôder en inventant les plus mauvais coups à faire. J'ai imaginé la tête du docteur Trill s'il était amené à s'occuper des jumeaux. En souriant, j'ai poussé la porte du centre. Entre, Agathe. J'ai fait un petit signe à Jules, qui venait de réintégrer la salle d'attente, et j'ai plongé dans ma demi-heure de psychothérapie hebdomadaire. Comment s'est passée ta semaine? Le docteur Trill est grand, plutôt gros et tout mou. Je me suis assise de l'autre côté du bureau, et j'ai fermé mes yeux une seconde. Je ne me sentais pas capable d'affronter ça une nouvelle fois, et j'ai regretté de n'avoir jamais réussi à dire à maman que j'en avais marre. Elle m'a expliqué l'autre jour que le docteur Trill était devenu très célèbre grâce à ses livres sur les enfants, et que, très sollicité, il participait à de nombreuses manifestations et autres colloques. Le docteur Trill s'est renversé en arrière. Bon, Agathe, et si nous parlions maintenant? Il y a eu une sorte de petit déclic dans ma tête. Je me suis soudain senti libéré du vernis des bonnes manières, que l'éducation de vos parents vous passe en couches plus ou moins épaisses. Ça m'a pris d'un coup. À un moment, j'étais Agathe, jeune fille bien élevée, soucieuse de bien se conduire, et une seconde plus tard, une autre Agathe a pris sa place, nettement moins polie, mais beaucoup plus honnête. Je me suis entendu répondre: « Très cher docteur, je n'ai plus du tout envie de vous parler. Vous me comprenez ?» J'avais essayé de mettre dans l'intonation de ma voix l'ironie la plus insolente de mon répertoire personnel. Ça a dû marcher, car le docteur a pâli. Il s'est un peu redressé et m'a lancé un drôle de regard.
Je te comprends, Agathe, je te comprends fort bien, mais je pense, moi, que tu as encore beaucoup de choses à dire. Je lui ai soudain trouvé un air insupportablement prétentieux et j'ai explosé. Ça devait couver depuis pas mal de temps parce que les mots ont jailli de ma bouche comme s'ils avaient été des flèches. Vous avez raison, j'ai des choses à dire, beaucoup de choses à dire, mais pas à vous. Je pourrais vous parler de mon père qui a brûlé dans sa voiture, des cauchemars que je fais la nuit et bien d'autres choses, mais il faudrait d'abord que je sente que que ça vous intéresse vraiment. Depuis le début, j'ai l'impression de perdre mon temps, de m'adresser à un mur sans sentiment, et aujourd'hui, j'en ai assez. Il faut dire, pour être honnête, que le docteur Trill n'a pas bronché. Il m'a regardé avec le même air neutre que d'habitude, et quand j'ai eu fini, il a juste dit « Bien, Agathe ». Nous sommes restés un moment à nous regarder. J'avais un peu honte de ma tirade, mais en même temps, j'avais envie de l'assumer. Au bout de quelques minutes, le docteur Trill a soupiré. « Bon, si tu penses vraiment ce que tu as dit, ce que je vais t'annoncer va te faire plaisir. Je vais changer de travail, me consacrer à l'enseignement et à l'écriture. Ça ne modifiera pas grand-chose pour toi, si ce n'est qu'à partir de mercredi prochain, tu auras quelqu'un d'autre en face. » Il a attendu quelques secondes pour me laisser le temps de répondre, si par hasard j'en avais envie. Comme je ne disais rien, il a continué. C'est toujours difficile pour un médecin d'abandonner un patient en cours de traitement, mais dans notre cas, c'est peut-être mieux. J'espère que cette nouvelle association te conviendra. Au revoir, Agathe. Il ne s'est pas levé pour me raccompagner à la porte, et je me suis senti un peu misérable. J'avais posé la main sur la poignée, et avec un au revoir, à la limite de l'audible, je suis sorti du cabinet. J'ai récupéré Jules dans la salle d'attente, et nous nous sommes retrouvés sur le trottoir. J'ai passé un petit coup de balai dans ma tête, histoire d'oublier le docteur Trill. Il ne m'avait jamais plu. Je n'allais quand même pas regretter d'avoir eu le courage de lui dire. J'avais une tonne de devoirs à faire pour le lendemain, mais j'ai tout de même décidé de faire un détour par l'épicerie. Tu ne trouves pas, ai-je demandé à Jules, que le docteur Trill ferait bien de prendre des cours chez Monsieur Ali? Jules ne m'a pas répondu, évidemment. Il regardait ses pieds tout en marchant, et le monde entier était exclu de sa réflexion. Le petit épicier nous a accueillis en ouvrant largement les bras. Comme d'habitude, j'ai profité d'un petit moment de calme dans le magasin pour lui raconter les projets de maman. Il m'a écouté jusqu'au bout, tout en continuant tranquillement à ranger ses légumes. Sans m'en rendre compte, j'avais dû être critique car, quand j'ai eu fini, il a croisé les bras et m'a regardé. J'espère, a-t-il dit, que tu comprends bien que ta mère fait tout ce qu'elle fait pour vous, sans beaucoup penser à elle. Peut-être, mais je n'ai pas envie de quitter la maison. Monsieur Ali m'a jeté un regard sévère. Parce que tu crois qu'elle a envie de déménager. C'est difficile de prendre une décision quand tous les choix possibles sont mauvais. Tu ne devrais pas lui compliquer la tâche. Pour la deuxième fois de la matinée, je me suis senti minable. Ça faisait beaucoup, et j'ai voulu écourter la discussion avec Monsieur Ali. Je me sentais toute bête d'avoir pu critiquer maman, surtout face au vieux copain de papa. L'épicier s'est aperçu de ma gêne. Il m'a ébouriffé les cheveux en souriant. Il est prévu pour quand ce déménagement? Pour samedi. Pas celui qui arrive, l'autre. À côté de moi, Jules a fait un petit bruit de gorge. Monsieur Ali s'est tourné vers lui. Et toi, monsieur Jules, qu'est-ce que tu en penses? Mon frère s'est contenté de hausser les épaules sans même daigner le regarder. J'ai offert un sourire navré à l'épicier, et dès que j'ai pu, je me suis éclipsé avec mon frère. En rentrant vers la maison, j'ai décidé de mettre les choses au point avec Jules. Tu exagères, ai-je lancé. Tu pourrais faire un petit effort. Tu n'as pas envie de parler, et ce n'est pas moi qui vais essayer de te forcer, mais ça ne te donne pas le droit d'être aussi impoli. Monsieur Halim est un ami de papa, et il a toujours été gentil avec nous. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Mon frère a levé vers moi ses grands yeux tristes, et je me suis senti fondre. Impossible de rester en colère quand Jules vous regarde comme ça. On court? A-t-il demandé. Non, Julot, je n'ai pas trop envie de courir. Mais vas-y, toi, je te suis. Mon frère a démarré. J'ai eu l'impression que sa course était encore plus chaotique que d'habitude. À plusieurs reprises, il a failli tomber, ne récupérant son équilibre que par miracle. On aurait dit un pantin désarticulé. J'ai continué à marcher tranquillement, en ignorant les regards curieux que les passants jetaient à Jules quand celui-ci s'est arrêté, hors d'haleine. Je n'ai eu qu'à tendre la main pour prendre la sienne. Pas mal, Julot, ai-je menti. Je crois que tu fais des progrès. Mon frère m'a lancé un regard reconnaissant et nous avons continué notre chemin.